Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans l'auditorium de la CCI pour la présentation du dernier panorama de l'immobilier qui concernera l'année 2021. Depuis 2014, la CCI, en relation avec l'ISEE, il est où? Il est là-bas. Et la Chambre des notaires est là, propose ce panorama de l'immobilier. Alors, le panorama de l'immobilier se veut une aide à la prise de décision pour les professionnels de l'immobilier et les collectivités, mais aussi pour les entreprises et les particuliers. Et il se veut aussi une référence des tendances du marché. L'intérêt de ce panorama, c'est qu'il y a des analyses des données, donc c'est enrichi par le point de vue des professionnels, et qu'ils en soient remerciés pour leur participation, et ça permet une mise en perspective des tendances du marché. Des indicateurs produits par l'ISEE. Tous les résultats présentés ce soir pourront être consultés sur les sites internet de l'ISEE et de la CCI. Et évidemment, vous aurez toutes les présentations antérieures depuis 2014. Donc je vais conclure en remerciant vivement la province Sud, je ne sais pas si elle est là, le comité des banques, ils sont là, et le FSH, que je n'ai pas vu, pour leur confiance et leur soutien au panorama de l'immobilier. Je laisse la parole à Jean-François Baudin, l'excellent Jean-François Baudin, qui animera cette soirée et qui va présenter nos invités. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Voilà un petit mot rapide sur le déroulement de cette soirée. C'est donc Olivier Fagnot, le directeur de l'ISEE, et Jean-Damien Ponroy, qui est membre de la CCI et qui est président de la Fédération territoriale des agences immobilières, qui vont présenter ce panorama. Ensuite, on aura avec les 4 invités qui sont là un petit retour sur leur ressenti. Je vous les présenterai juste après. Et après, il y aura un moment d'échange avec vous, de questions-réponses. Vous pourrez bien sûr intervenir et poser vos questions pour approfondir le sujet si vous le souhaitez. Donc, on va passer tout de suite à la présentation de ce panorama avec Olivier Fagnot et Jean-Damien Ponroy. Merci. Voilà, la présentation est intitulée en 2021 « Le marché de l'immobilier plie mais ne rompt pas ». C'est repris de la publication qui, je vous le confirme, est actuellement sur notre site internet. Donc vous allez trouver beaucoup plus de détails. Et là, ok. Et vous allez trouver beaucoup plus de détails sur notre site internet que ce que je vais vous faire maintenant, qui est un peu synthétique quand même. Alors, avant de débuter par des chiffres, je vais rappeler le contexte dans lequel s'inscrit l'immobilier en 2021. Un contexte qui est marqué déjà par un déficit migratoire sans précédent. Alors ça, c'est l'enseignement du recensement de la population de 2019. On a 27 600 personnes qui ont quitté le territoire quand 17 300 intégraient le territoire. Il y a eu à la fois, par rapport aux 5 années précédentes, plus de départs et moins d'arrivées. Et au final, on a un déficit migratoire de 10 300 personnes. 10 300 personnes, c'était totalement inédit, en tout cas sur les 40 dernières années. Et les maigres indicateurs statistiques dont on dispose depuis 2019 confirment cette tendance. Dans le récent bilan démographique que l'ISEE vient de publier, on estime que sur 2021, on a près de 3000 personnes qui manquent à l'appel et qui expliquent que dorénavant, en tout cas en 2021, le solde naturel ne compense plus le solde migratoire et que la population totale baisse sous les 270 000 habitants. Dans le même temps, toujours issu du recensement de la population, mais confirmé par les professionnels depuis, on a un taux de vacances extrêmement important. On a 9 900 logements qui sont vacants, qui étaient vacants en 2019. Pour vous donner une idée, 9 900 logements, c'est près de 9% des 109 000 logements qui existent en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est tout à fait important. Donc dans ce contexte, avec en plus une crise sanitaire, avec en plus des échéances électorales, on aurait pu penser que l'année 2020 allait voir un effondrement de l'immobilier. Alors, pour différentes raisons, et c'est justement ce qu'on va essayer de discuter ce soir, ça n'a pas été le cas.
oui, le marché a chuté, mais pas dans les proportions qu'on aurait pu le craindre. Dans les mesures, enfin dans les facteurs explicatifs, on peut y voir les mesures de soutien quand même qu'il y a eu contre la crise Covid, les mesures publiques, la présence encore de taux d'emprunt relativement bas, qui a probablement aussi boosté les ventes, des effets d'opportunité suscités par les départs, les fameuses personnes qui partent, parfois c'est les propriétaires, et il y a peut-être des opportunités à faire. Et enfin, il y a un dernier aspect probablement, c'est que l'épargne forcée des Calédoniens sur les 2 dernières années ont peut-être permis de réorienter des dépenses localement. Toujours est-il, et là je vais rentrer dans les chiffres des transactions, par une petite présentation qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, mais qui est assez drôle, je trouve. Donc, qui représente, sous forme de toile d'araignée, les transactions réalisées mois après mois. Donc, et on va aller de l'année 2014 à l'année 2021. C'est un peu comme des poupées russes. Donc, d'ailleurs, on voit que, en général, et vous allez le voir sur les autres années, le mois de décembre est particulièrement important par rapport aux autres mois. Donc, 2014... 15, et je poursuis jusqu'à, je vous disais, c'était les poupées russes. Hop. Ok, j'étais là. Et on arrive dans la plus petite poupée, c'est l'année 2021. Alors l'année 2021 débutait plutôt pas mal. Un premier semestre qui était sur le même niveau que le premier semestre 2020. Par contre, à partir de septembre, ça commence à se gâter. Septembre, octobre, novembre, on voit une forte baisse qui contribue à ce que le deuxième semestre 2021 soit en baisse de 12% par rapport au deuxième semestre 2020. Alors je vous l'ai dit, sur la deuxième partie de l'année, le nombre de transactions diminue fortement et on essaye, on a toujours essayé d'avoir des éléments explicatifs. Est-ce que c'est lié au confinement ? Est-ce que c'est lié à l'échéance électorale ? Alors pour ça, on a pris un peu plus de recul et on est revenu depuis 2014 et on a essayé de mettre tous les événements qu'il y avait eu de ce type qui pourraient être des facteurs explicatifs à des augmentations ou à des baisses de transactions, de ventes. Est-ce qu'il y a des effets systématiques ? Est-ce que par exemple à chaque confinement, on voit le même type d'effet derrière ? Est-ce qu'à chaque type d'échéance électorale, il y a des effets sur les transactions. Voilà, donc je vais zoomer là sur la période plus récente, ici. Et ce qu'on peut dire, force est de constater, on peut le dire avec une certaine humilité, hein, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire qu'on aurait aimé trouver effectivement un systématisme après un confinement. Ça a été le cas plutôt en métropole. Après un confinement, il y a eu des vagues d'achats parce que les gens se sont trouvés à l'étroit et se sont rendus compte que 24 heures sur 24 dans l'appartement, ça ne pouvait pas le faire. Ça n'a pas été le cas forcément ici. En tout cas, il n'y a pas eu de conséquences immédiates. Donc probablement que le problème est multifactoriel et du coup, Jean-Damien va pouvoir nous éclairer sur les facteurs qui lui paraissent importants. Tout à fait. Donc, vous le voyez sur ce graphe, à l'issue de la période de fin du dispositif de DIFISC, on avait tous les ans des pics au mois de décembre. Donc, on s'attendait à ne pas retrouver, puisque c'était lié à la défiscalisation, ces types dans les volumes de transactions, on s'attendait à ne pas retrouver ces pics ultérieurement. Or, force est de constater qu'en fin d'année, malgré les échéances référendaires, eh bien, on retrouve ce type de pic. Donc à cela, il y a plusieurs facteurs d'explication possibles qui ne sont pas tous clairement quantifiés, donc c'est un petit peu la difficulté. Mais on peut penser qu'il y a eu des opportunités d'achat qui sont créées avec des gens qui, pour des raisons peut-être d'anticipation de résultats qui ne correspondraient pas à leurs attentes sur les référendums, auraient mis en vente leurs biens immobiliers. Donc très clairement une certaine peur de l'avenir. Et donc du fait de plusieurs personnes, où là aussi on ne sait pas trop le quantifier, mais un certain volume en tout cas s'est produit, il y a peut-être eu un certain nombre de biens mis de façon importante sur le marché qui ont contribué à des baisses de prix.
ces baisses de prix en face, compte tenu du coût historiquement bas de l'argent, avec des taux d'intérêt qui étaient très, très réduits, eh bien, il y a eu des opportunités d'achat qui sont créées. Donc ça, c'est un des éléments qui semble expliquer à l'approche des référendums des opportunités d'achat qui font que les gens achètent. Donc ça, c'est un des enseignements qu'on peut peut-être tirer de ce graphique. Un autre enseignement qu'on voit assez clairement, c'est qu'après les confinements, on sait, hein, les agents immobiliers en transaction n'ont pas travaillé pour des raisons sanitaires évidentes. Et après chaque confinement, il y a eu à nouveau, dans les études notariales, un certain engorgement parce que des projets avaient été décalés. Il est possible aussi qu'il y ait eu une évolution dans l'habitat désiré, avec peut-être un besoin de villas un petit peu plus importante. Les gens qui étaient à l'étroit dans certaines zones de Nouméa ou du Grand Nouméa, plutôt que de divorcer, ont peut-être choisi de acheter une maison et de s'assurer la paix des ménages. C'est une explication tout à fait plausible. Parce qu'on l'a vu, il y a eu, après les confinements, un certain nombre de cas de recomposition familiale. Et donc là-dessus, les choses et les familles, parfois se séparant ou se créant, eh bien, ça a donné lieu peut-être à une certaine activité sur les transactions. Un point important qui est à noter par rapport justement au pic qu'on constate sur les transactions à l'approche de chaque référendum, c'est qu'un certain nombre d'acquéreurs étaient inquiets de savoir dans quelle monnaie ils allaient emprunter. Donc là-dessus, les gens ont préféré avoir des certitudes et savoir qu'ils empruntaient en une monnaie XPF accrochée à l'euro plutôt que peut-être dans une autre monnaie. Donc ça peut être aussi un facteur d'explication important sur bien ce qu'on ne pensait pas constater, à savoir une transaction immobilière assez importante à l'approche des référendums. Il y a aussi un point évident, et c'est la sortie des confinements. On voit que notamment, c'est vrai sur le deuxième référendum, vous le voyez, et vous en souvenez certainement, on a été confiné au mois de mars 2021. On voit une baisse du volume de transactions. Il y a entre 3, 4, 5 mois, ça dépend un petit peu des dossiers d'attente entre le moment où on signe un compromis et le moment où on réitère. Et donc, avec une reprise de l'activité des visites de la part des agents immobiliers, à compter de mai-juin, eh bien, ça explique peut-être aussi en partie la concomitance entre le référendum et le pic qu'on observe de transactions en 2020. Voilà à peu près pour les facteurs d'explication qu'on pourrait avancer. Dans les facteurs qui ont pu pousser sur la baisse des prix d'achat avec une volonté de vendre leurs biens, il y a eu aussi, vous vous en souvenez peut-être, un texte sur une possible citoyenneté immobilière qui a circulé à un moment. Et c'est vrai que les éléments d'opportunité d'achat du fait de baisse de prix sont probablement quelque chose d'important, avec également un coût de l'argent bas et des conditions favorables pour acheter. Donc c'est probablement ce qui explique un petit peu ces différents pics. Merci. Donc le marché ne s'effondre pas, mais le marché baisse quand même, ça c'était un peu inévitable. Il baisse de 5,8% par rapport à 2020. Donc on a 2180 transactions réalisées en 2021. Et ceci dit, malgré toutes les incertitudes que je vous ai déjà rappelées, le solde migratoire, les incertitudes sur l'avenir institutionnel, la crise sanitaire, malgré tous ces aspects, le marché ne s'effondre pas. Il faut quand même relativiser en se disant que c'est quand même moins 35% par rapport à son point haut de 2015. Voilà, c'est quand même, on est dans un niveau le plus bas que l'on ait vu, alors que l'on ait vu, en tout cas depuis le début de cette enquête qui a débuté en 2014. En termes de valeur, ces 2180 transactions représentent 64 milliards de francs. Ça, c'est une baisse de 11,2% par rapport à 2020. Tout bien confondu, le nombre de ventes réalisées reste prépondérant sur le Grand Nouméa. On a 85% des ventes qui y sont réalisées, 90% de la valeur qui est réalisée. Or, le Grand Nouméa, c'est 9% de la superficie et c'est 67% des habitants. Voilà, il y a quand même un déséquilibre, ce qui fait que sur les 91% du territoire hors du Grand Nouméa, c'est seulement 15% des transactions et seulement 10% de la valeur qui est réalisée.
Alors bien entendu, il faut avoir en tête la question foncière et notamment coutumière en Calédonie qui fait que sur un certain nombre de zones, les ventes ne sont pas possibles. Donc, ça explique aussi ce déséquilibre. Donc dans un contexte généralisé de la baisse du nombre de transactions, le Grand Nouméa constate une baisse plus importante que sur le reste du territoire. En fait, cette baisse se répercute sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, excepté la zone ouest du territoire. Alors la zone ouest du territoire, qui regroupe les communes de Vaud, Koné, Pointe-Bout et Poya, ainsi que le secteur est de Nouméa. Alors je vais vous le citer parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est la vallée des Colons, Magenta, Ouémo, Haut-Magenta, Porte de Fer et Aérodrome. Alors en 2021, Nouméa, bien entendu, reste la ville sur laquelle il y a le plus de transactions. C'est plus de la moitié des transactions. Ça se fait, à peu près la moitié des transactions se fait sur Nouméa. Néanmoins, les ventes reculent de 3% sur Nouméa, mais moins que sur les communes qui traditionnellement arrivent juste après. C'est Païta qui perd 3,2% et Doumbéa 12,2%. Enfin, un peu à part, c'est Mont-d'Or qui affiche le nombre de transactions le plus en baisse avec 19,2%. Donc, je vais repartir sur l'évolution de l'ensemble des transactions immobilières, moins 5,8%. Et on a cherché à distinguer dans notre étude tout ce qui était de l'habitat, donc l'achat d'appartements, de maisons et de terrains à bâtir, et tout ce qui était autre. Alors, je vais vous citer ce qu'il y a dans l'autre pour vous rendre compte que c'est un peu la catégorie fourre-tout, puisqu'on y trouve la vente de biens immobiliers à destination d'entreprises, donc locaux professionnels, locaux commerciaux, industriels, résidences immobilières, les biens à usage d'habitation atypiques, des lots de terrain, des ensembles immobiliers, ou relevant de modalités de vente moins répandues, comme le viager ou la cession de droits. Donc, je vous le présente, et après, dans le reste de l'étude, j'en parlerai plus. On va se focaliser sur l'habitat. Donc, en 2021, on a 1840 transactions qui ont été destinées à l'habitat, qui ont été conclues, c'est 84% de l'ensemble des transactions. C'est un montant total de 51 milliards de francs. Ces ventes ont reculé de 6,2% par rapport à l'année précédente. Et toujours pour avoir ce repère, en se focalisant sur l'habitat, on a 36% de baisse par rapport à 2015. Donc le marché destiné à l'habitat s'essouffle et le poids des autres biens dont je vous parlais, forcément, s'en trouve renforcé. Leur nombre a augmenté de 4,6% en 5 ans. En 2021, ils représentent 16% du marché de l'immobilier, quand c'était plutôt autour de 10% 5 ans auparavant. En 2021, sur l'ensemble du territoire, 44% des transactions concernent des maisons, contre 35% 5 ans auparavant. C'est la deuxième année consécutive que l'on constate que les ventes de maisons surpassent celles des appartements. Les ventes de maisons et terrains à bâtir ne reculent respectivement que de 1,8% et de 1,4% quand les appartements reculent de 13%. En fait, l'achat de maison fait preuve d'une remarquable stabilité, puisque finalement, il retrouve son niveau de 2016, alors que, dans le même temps, les appartements et terrains à bâtir voient une baisse de 40% et de 50%. Voilà, donc on a cette stabilité de vente de maisons et cette forte baisse pour les terrains à bâtir et les appartements. Je vais vous parler un petit peu de la question de l'ancienneté des biens et du neuf. Alors forcément, la baisse du volume de transactions est fortement corrélée avec l'effondrement des ventes dans le neuf. Ça devient anecdotique maintenant. On a 86 biens neufs qui ont été vendus en 2021. Il y en avait à peu près 90 en 2020. Ça veut dire que par rapport aux années 2015, on a perdu 90% concrètement.
90% des ventes en moins sur le neuf. Donc le marché de l'immobilier ralentit, mais c'est quand même le marché de l'immobilier qui va soutenir le marché total. C'est ce qui me semblait important de faire apparaître. Et donc le marché des maisons neuves est alors là du coup très anecdotique. On va maintenant aborder la question du profil des acheteurs. Alors en 2021, 89% des 1840 acquéreurs de biens à usage d'habitation sont des particuliers. 26% d'entre eux accèdent pour la première fois à la propriété, donc on va les appeler primo-accédants. Alors il faut bien savoir que c'est ceux qui achètent pour la première fois, mais qui aussi bénéficient des incitations fiscales. C'est notre définition des primo-accédants. Donc ça ne couvre pas forcément tous les primo-accédants. Toujours est-il que, en 6 ans, le nombre de ventes conclues par les bénéficiaires de ces avantages fiscaux a baissé de 37%, plus rapidement que le nombre de ventes, qui était de 27% en 6 ans. En effet, comme pourra le préciser Jean-Damien, les critères d'attribution de ces mesures ont été beaucoup plus restrictives depuis 2019. Je te laisserai. Alors, ce qu'on observe là aujourd'hui avec effectivement l'évolution des primo-accédants, c'est qu'effectivement, vous en souvenez peut-être, il y a eu une évolution des conditions d'octroi du PTZ, donc le prêt à taux zéro. Il y a eu aussi une évolution par rapport aux primo-accédants avec des valeurs à ne pas dépasser pour pouvoir en bénéficier. Et il y a eu également, donc ça concerne peut-être, ça explique peut-être une évolution des terrains à bâtir, une évolution dans les conditions d'octroi de mesures de soutien, notamment des aides sur le neuf pour la province sud. Donc c'est vrai que le nombre de primo-accédants a baissé. C'est en lien avec l'évolution globale du marché, puisqu'on sait que, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec les évolutions aussi bien en nombre qu'en valeur, ce sont des gens qui sont la plupart du temps assez jeunes. On sait aussi par rapport aux chiffres migratoires qu'a évoqué Olivier en début de présentation, qu'il y a un certain nombre de gens qui ont quitté le territoire qui soit étaient très âgés, entre guillemets, soit au contraire plutôt relativement jeunes et susceptibles de rentrer dans les critères de primo-accédants. Donc c'est une évolution quelque part qui aujourd'hui semble normale et en tout cas solide. Je reviendrai juste par rapport au volume de transactions et au niveau des maisons, dans la répartition des biens. Vous l'avez vu tout à l'heure sur la présentation précédente, je ne sais pas si on peut revenir, Olivier, dessus. Une transaction sur deux, quasiment aujourd'hui, concerne des villas. Donc ça, c'est peut-être en lien avec une évolution, j'en ai parlé tout à l'heure, liée au Covid. Pas que, hein, on est en Nouvelle-Calédonie, je vous le rappelle, et aujourd'hui on a plutôt besoin d'espace, on n'est pas à Paris ou je ne sais où. Donc ça semble relativement naturel d'acheter des maisons dans la mesure où on a quand même, encore une fois, beaucoup d'espace en Nouvelle-Calédonie. Et en même temps, on voit un effondrement donc des appartements qui est aussi lié à la fin de la défisque. On sait qu'en défisque dite locale, la fameuse RELI, ce sont essentiellement des appartements qui ont été vendus, pas que, hein, mais pour une grosse part. Et donc c'est vrai que cette évolution qui est significative du volume d'appartements, eh bien, il s'explique notamment par la fin de ce dispositif. Voilà. Je reviens sur le quart de ces acquéreurs qui sont primo-accédants. Alors, en général, pour un cas sur deux en tout cas, ils privilégient l'achat d'une maison. Alors, l'achat de la maison a toujours été leur préférence. Même s'ils étaient un peu moins nombreux jusqu'à maintenant, depuis 2018, à se porter à cœur de tels projets. Donc, c'est plutôt la maison qui revient en 2021. Et à l'inverse, l'acquisition d'un appartement ou d'un terrain à bâtir recule assez fortement. 16% pour les appartements et 29% pour les terrains à bâtir. 84% des primo-accédants résident sur le Grand Nouméa en 2021. Au premier rang desquels on trouve Païta et Nouméa, qui sont les destinations les plus prisées par ces primo-accédants. Néanmoins, on constate que l'accession en brousse, hors Grand Nouméa, commence à avoir du succès, et probablement parce que les prix de l'immobilier sont
moins élevés, et ils sont de plus en plus nombreux à s'implanter en bourse pour concrétiser leurs projets. On va passer maintenant au prix de l'immobilier, avec quand même une petite précaution avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de ventes, hein, vous l'avez vu. Donc, quand on compare les prix des maisons d'une année sur l'autre ou des appartements d'une année sur l'autre, on n'a pas la garantie que ce sont exactement les mêmes biens situés au même endroit. Donc, dans toute vente, il y a la question de la caractéristique du bien qui est vendu et de sa localisation. Voilà, donc il faut bien voir que les prix que je vais vous annoncer maintenant tiennent compte du fait qu'on n'a pas forcément ces biens qui sont exactement comparables. Néanmoins, en 2021, une moyenne de 28 millions de francs est nécessaire pour l'acquisition d'un bien à usage d'habitation en Nouvelle-Calédonie. Il faut compter 25 millions pour un appartement, 35 millions pour une maison villa et 17 millions pour un terrain à bâtir. Bien entendu, derrière ces moyennes se cachent des situations extrêmement différentes selon que vous êtes à Nouméa ou hors Nouméa. Par exemple, le prix des biens avoisine 19 millions en zone rurale en 2021, quand il faut dépenser près de 29 millions pour s'installer sur le Grand Nouméa. Tout le détail par commune, vous le trouverez sur la publication qui est en ligne actuellement, sur le site de l'ISEE. Ce qu'on peut remarquer, en tout cas depuis 2018, c'est que, quel que soit le type d'appartement et sa structure, que ce soit studio, F2, F3, F4, F5, ou les maisons, quelles que soient leurs pièces, les prix ont baissé par rapport à 2018, sauf peut-être le prix moyen des maisons de 3 pièces, où là on a une stabilité. Voilà. C'est quand même un effet, il nous semblait important de regarder ça par rapport à 2018. Sur l'ensemble du territoire, le prix des biens immobiliers ont plutôt bien résisté en 2021, en dépit de la crise sanitaire, du contexte économique sur lequel je ne reviens pas, mais ils ont plutôt bien résisté. Finalement, la baisse du prix moyen est de 1,6% seulement, on pourrait dire. Sur le Grand Nouméa, le marché immobilier a mieux résisté qu'en brousse. Vous voyez, derrière le 1,6% de baisse de l'ensemble, sur le Grand Nouméa, on a moins 1,3% et pratiquement moins 4% hors Grand Nouméa. Après avoir connu une augmentation quasi constante entre 2014 et 2018, le prix moyen des biens destinés à l'habitat a chuté de 5,8% depuis le pic observé depuis 2018. Voilà, c'est important de se rendre compte que les chiffres que j'ai mis sur le graphique sont en lien avec 2018. Donc c'est l'évolution 2018-2021. Donc c'est le prix des maisons villas qui ont le moins chuté, donc près de 6%, comparé au prix des appartements 13% et des terrains à bâtir 10% par rapport à 2018. Sur le Grand Nouméa, tout type de biens à usage d'habitation confondu, le prix moyen des biens a diminué de 4,6% depuis 2018, contre 8,3% sur le reste du territoire. Ainsi, en 2021, le prix moyen d'un appartement fluctue entre 12 millions de francs pour un studio et 45 millions de francs pour un F5 ou plus. Le prix moyen d'une maison peut grimper, lui, jusqu'à 56 millions en moyenne de francs. Pour préparer une des dernières diapos, je vais vous familiariser un petit peu avec les géographies qu'on va utiliser. Donc on va utiliser, on a découpé la Calédonie en 5 zones: Nord, Est et île Loyauté, Ouest, Sud-Ouest, Grand Nouméa. Et de même que les quartiers de Nouméa, je pense que c'est intéressant à les avoir en tête. Voilà, par exemple. Et on s'aperçoit que, en tout cas en nombre de transactions depuis 2018, seul le secteur Nord connaît une progression. Alors, pour vous donner un exemple, même si vous trouverez le détail dans la publication de l'ISEE, le secteur Nord est constitué, et l'agrégation des quartiers suivants, qui sont Vallée du Tir, Donyambo, Montagne Coupée, Montravel, PK4, 6-7, Tina, Normandie, Rivière-Salée, Ducos, Logicop, Caméré, Tendu, Nombo et Caméré. Et j'ai dit non.
Donc, c'était pour vous préparer à ce graphique qui peut être impressionnant, mais en fait qui est assez simple à lire. Alors, on a essayé de représenter deux choses, trois choses même. Le nombre de transactions, ce qui fait qu'un cercle est plus ou moins gros. Deuxièmement, les prix en 2021. Et enfin, leur évolution par rapport à 2018. Plus vous regardez vers le haut, plus les prix de vente sont élevés. Plus vous regardez sur la droite, plus l'évolution est forte par rapport à 2018. D'accord ? Selon ce principe, on a trois groupes que l'on peut identifier. Le premier, c'est les territoires où les prix de vente destinés à l'habitat ont le plus reculé depuis 2018. Ils se trouvent en brousse, en particulier dans les zones nord et ouest du territoire. C'est le premier groupe que j'ai isolé. Deuxième groupe, déjà, c'est un groupe dont les prix sont élevés, puisqu'ils se situent plutôt en haut. Donc, c'est les quartiers sud, est et nord de Nouméa qui conservent des prix élevés, même si ces prix ont baissé par rapport à 2018. Et enfin, trois localités, trois territoires qui se distinguent par des prix à la hausse. La zone sud-ouest du territoire, le secteur centre-ouest de Nouméa, ainsi que la commune de Païta. Alors, c'est intéressant de voir que pour Païta et la zone sud-ouest du territoire, les prix médians ont atteint des niveaux records depuis 2014, respectivement 19 et 20 millions de francs. Voilà pour la présentation des chiffres 2021. Je ne vous entends pas, mais il y a certains qui disent forcément, on est en octobre 2022, ils sont gentils à l'idée de nous sortir des chiffres de 2021. Alors on a souhaité vous faire plaisir et vous parler des tendances 2022. Avant de vous les montrer, je voudrais vous reparler de ce que j'ai dit au départ, parce que ça peut avoir un impact. Justement, ça sera l'occasion de discuter avec vous de l'impact. J'ai perdu le petit bout là, excusez-moi. Souvenez-vous, deuxième semestre 2021, septembre, octobre, novembre, on a une baisse vraiment importante, qui fait que le deuxième semestre 2021 est en baisse de 12% par rapport au deuxième semestre 2020. Voilà, vous l'avez en tête. Maintenant, je vais vous montrer les évolutions, les perspectives 2022. Quand on a préparé avec les professionnels, avant même d'avoir les chiffres, les professionnels étaient très enthousiastes, parlaient de bons résultats. Alors donc on a traité les chiffres et effectivement, on constate une progression de 26% en nombre de transactions et de 49% en valeur de transactions. L'origine de ces augmentations provient plutôt des biens à usage d'habitation, une augmentation de 32% du nombre de transactions et 45% de valeur. Et à l'intérieur, vous allez voir appartements plus 58%, maison plus 30%. Donc on a des signes clairs d'embellie. Alors maintenant la question c'est quoi? Est-ce que c'est l'impact du troisième référendum? Est-ce que ça y est, on a plus de visibilité? La confiance à retrouver? C'est la fin de la situation d'attente? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut se dépêcher pour profiter des taux bas? Parce qu'on sait que ça va remonter? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un rattrapage technique du fait que le dernier trimestre 2021 a été passable? Je ne sais pas. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on a envie d'entendre les professionnels. Déjà sur comment ils vivent, ils ont vécu ce premier semestre. Et puis comment on a envie de savoir maintenant, c'est quoi la suite, quoi. Est-ce que ça se prolonge? Est-ce que ça chute? Est-ce que voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Voilà les chiffres de l'immobilier 2021 décortiqués et quelques perspectives déjà sur 2022. On va vous passer la parole parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de réactions. Vous avez sans doute des questions ou des commentaires. Il ne faudra pas hésiter à les formuler. Il y a un micro qui tournera parmi vous. Mais avant ça, on va peut-être solliciter effectivement les 4 invités qui sont là pour un premier commentaire. Ça permettra aussi d'ouvrir le débat et de voir un petit peu comment ils reçoivent cette étude. Je vais donner la parole d'abord à Maître Mougel, qui est présidente de la Chambre des notaires. Je pense qu'il faut que vous preniez le micro dans vos mains. Ce sera plus simple pour qu'on vous entende. Ouais, je pense que ça marche.
Bonjour, voilà, ça marche. Effectivement, comme Eric le disait à l'instant, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas vraiment de boule de cristal. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire si ça va continuer. En tout cas, tout ce qui a été présenté, nous, on l'a vécu, bien sûr, sur l'année 2021, avec tous les rebondissements qu'il y a eu dans l'année. Et sur 2022, on le vit aussi depuis 6 mois. Alors, sur le 3e trimestre, qui ne sont pas dans les chiffres qui ont été présentés, ça paraît continuer aussi. En tout cas, le ressenti qu'on a dans les études, c'est que c'est toujours pareil. Maintenant aussi, la petite adaptation, c'est qu'on est toujours sur 3 ou 4 mois de différence, puisque les actes qu'on signe et les chiffres qui sont là, ce sont les actes définitifs. Alors que quand vous êtes, pour les agences immobilières, sur le ressenti qu'il peut y avoir, c'est des compromis. Donc, voilà. Mais bon, sur le 3e trimestre, on est toujours sur de bons sentiments et de bons chiffres. Alors après, est-ce que ça va continuer? Un petit peu compliqué de le savoir. Peut-être que c'est qu'un rattrapage, effectivement, mais on le verra jusqu'à la fin de l'année. On saura peut-être mieux ça l'année prochaine. Voilà. Cédric Béraud, je vais vous demander un petit commentaire sur la présentation de l'agence B&O Immo, agent immobilier. Moi, j'interviens surtout par rapport au syndicat des agents immobiliers. Donc pour faire un petit résumé, l'idée c'est que de 2014 à 2018, on a eu un marché au top, qui fonctionnait bien grâce notamment à la RILI. De 2019 à 2021, on a eu une période référendaire donc, qui était un peu plus compliquée. En plus, il y a eu le Covid, il y a eu plein d'éléments, on en a parlé tout à l'heure. Donc il y a des petits pics qui se font notamment après le Covid parce qu'on rattrape un peu. Donc c'est surtout des effets de rattrapage. Et il me semble que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, le premier semestre 2022, c'est tous les gens qui attendaient les résultats du référendum et qui au final se sont positionnés. Donc on a un rattrapage, comme il y a eu après les périodes de Covid. Donc un rattrapage, des beaux chiffres, mais maintenant ça va certainement se tasser, d'autant plus que les taux étaient bas, donc tout le monde avait un plus grand pouvoir d'achat. Et là, avec l'inflation du côté des artisans, l'essence et compagnie, et la montée des taux, il est intéressant de rester concentré et de trouver des solutions, parce que c'est pas dit que ça continue aussi bien, quoi. Donc voilà, une bonne reprise. De toute façon, une chose est sûre, c'est qu'on a un marché qui est solide. La Calédonie fonctionne bien. Il y a des hauts, il y a des bas comme partout, mais on voit qu'il y a un fond qui est assez stable et que dans les données, ça reste assez stable, assez soutenu. Donc voilà, après on pourra répondre aux questions, mais mon analyse, c'est ça. Juste, je précise que quand Cédric fait référence à tout à l'heure, effectivement, on avait une table ronde entre professionnels. Donc c'est pour ça qu'on a déjà un petit peu évoqué ces éléments-là et qu'effectivement, c'est que maintenant qu'ils sont présentés à vous. Je rejoins l'analyse de Cédric et d'Elisa sur le rebond qu'on a constaté très fort au premier semestre. Toutes les agences sont unanimes à le dire. Il y a une très très forte activité. C'est peut-être, alors après, jusqu'à quel point c'est difficile de le savoir, effectivement, un rattrapage et une reprise d'une certaine confiance dans l'avenir pour des acquéreurs. On a vu et on le sait aujourd'hui pour les agents immobiliers, si jamais vous mettez en vente aujourd'hui une maison dans Nouméa, si jamais elle a les critères requis, à savoir une piscine et 4-5 pièces, qu'elles soient sur la vallée des Colons, sur Magenta ou sur les quartiers sud, elle est vendue assez rapidement. Donc ça, c'est des signaux qui sont plutôt favorables. Mais pour autant, il y a eu certainement un grand rattrapage par rapport au dernier semestre 2021. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va durer? Les indicateurs, on l'a dit, sont bons. Il semblerait qu'il y ait un léger fléchissement. Mais effectivement, les données futures aujourd'hui posent un petit peu question parce qu'on le sait, il y a des anticipations de taux qui sont peut-être à la hausse. Alors, je ne sais pas si les banques peuvent en parler. Justement, j'allais passer la parole aux banquiers. Après l'œil des professionnels, on est déjà parti sur les perspectives 2022 plus que sur les chiffres 2021. Mais quand même sur cette présentation qu'on a entendue, Eric Viard, directeur général de la BCI. Adjoint, parce que sinon il est au fond, oui, j'ai vu. Oui, donc, Alors simplement, peut-être revenir quand même sur revenir sur quelques chiffres pour compléter cette étude, sur la production de crédit immobilier aux particuliers uniquement, pour se concentrer sur ce marché qui est le marché principal. Ce qu'il faut garder peut-être en mémoire, c'est que dans les années 2013, 14, 15, en moyenne, la production de crédit immobilier aux particuliers de l'ensemble des banques du territoire, c'est 38 milliards.
Sur les années 2016, 17 et 18, la moyenne, c'est 69 milliards par an. Alors, on a dans ces périodes-là les périodes de défiscalisation qui boostent l'activité immobilière, bien entendu, et ça, c'est un des éléments qui vient perturber l'analyse sur la durée. C'est toujours compliqué parce que ce sont des phénomènes qui accélèrent les transactions immobilières, mais qui sont, on va dire, un petit peu anormaux dans un marché hors défiscalisation. Et sur les années 2019, 2020, 2021, c'est en moyenne 54 milliards. Donc on voit bien que ces années qui nous paraissent en baisse réelle par rapport aux années 2017-18 sont quand même très au-dessus de ce qu'on produisait en termes de financement immobilier aux particuliers dans les années 2013, 14 et 15. Donc c'est là aussi à relativiser, je dirais, ces baisses. On est bien sur un marché qui reste dynamique et qui est quand même assez costaud par rapport à tous les événements qui ont pu être cités. L'année 2022, bon, le premier semestre, moi je confirme effectivement qu'il a été de bonne facture en termes de transactions immobilières et de financement immobilier. Et si on restait sur les mêmes tendances que le premier semestre, on serait sur une année aux alentours de 59 milliards de production de crédit immobilier aux particuliers. Bon, la tendance linéaire, elle est fausse. Hein. Forcément, il y aura un peu de soubresaut. Bien entendu, se pose la question des taux. Mais ma réponse, c'est de vous dire que le taux n'est pas l'élément essentiel de la capacité à se financer pour faire de l'acquisition immobilière. Pour preuve, c'est que les taux étaient, il y a très peu de temps, on l'a tous oublié, à des niveaux aux alentours de 3,5-4%. Donc les conditions de taux que l'on a connues ces dernières années sont exceptionnellement basses. Et dans ces années où nous étions sur des taux entre 3,5 et 4%, ça n'empêchait pas les transactions immobilières et de très bon niveau. Donc la condition pour moi d'acquisition d'un bien immobilier passe avant tout par une chose essentielle, c'est la confiance. Et on peut penser qu'effectivement, ce début d'année 2022, les transactions sont bien orientées parce qu'une partie de la population a retrouvé de la confiance, la fin des référendums, un peu plus de clarté, je dirais, sur le devenir institutionnel de la Calédonie, même si tout n'est pas réglé. Et donc ça suffit effectivement à redonner un petit peu d'élan au marché de l'immobilier. Après, attention, on est dans une phase économique compliquée où un certain nombre de difficultés sont devant nous. Et donc le deuxième semestre ne sera certainement pas sur les mêmes tendances que le premier semestre 2022, mais c'est une vraie boule de cristal. Yann Caron, le directeur de l'IOM, pour terminer ce tour de table, de divan. Merci beaucoup. D'abord, je pense que c'est intéressant de prendre un petit peu de recul sur ce que l'ISEE nous a montré, c'est que finalement, dans de la longue durée, on a tout de même à la fois une baisse de volume et une baisse de prix qui est assez significative. Et même si, comme vient de le dire M. Viard, le financement bancaire, lui, a connu une évolution un petit peu différente, mais pour les raisons qu'il a expliquées, finalement, un financement bancaire plus dynamique que le marché sur toutes ces périodes. Mais néanmoins, je pense que le fait d'être sur un marché aussi important que le marché immobilier qui, depuis plusieurs années, connaît une baisse de volume et une baisse de prix, ça interpelle. Et à mon avis, c'est très cohérent avec la situation globale de l'économie de la Nouvelle-Calédonie, qui a connu une période très florissante avec une forte croissance économique de l'ordre de 3,5% pendant une dizaine d'années, et ce qui, ces dernières années, a connu une croissance qui s'est fortement ralenti pendant plusieurs années, de l'ordre de 1,5, et depuis 2-3 ans, est une croissance plutôt négative. On va sortir prochainement le PIB de l'année 2021, ce ne sera pas épouvantable, mais comme dans les 2 années précédentes, on sera sur une croissance un petit peu négative, et on voit bien que le marché de l'immobilier, en définitive, même si, comme je le dis, il y a un peu une distorsion sur le plan bancaire, et malgré les phénomènes qui le soutiennent, tels que les outils de défisc, etc., mais le marché immobilier est bien révélateur de cette tendance un petit peu lourde. Alors maintenant, pour venir plus sur la conjoncture elle-même, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, et là aussi je trouve que c'est très cohérent. On a eu sur le dernier trimestre 2021, puis surtout le premier trimestre 2022, un petit peu le second trimestre, mais moins, on a eu un effet, je dirais, un peu d'embellie, un effet d'amélioration du climat des affaires que l'on observe bien quand on consulte les chefs d'entreprise dans notre enquête de climat des affaires. Donc il y a eu une forte remontée de cet indicateur de climat des affaires, et je pense qu'effectivement, on a eu toute une série d'éléments qui le justifient objectivement.
On est sorti de la crise sanitaire, alors que la période qui précédait avait été quand même très traumatisante. On est sorti du confinement d'abord interne, puis du confinement externe, ce qui redonnait des perspectives. On a eu et on a toujours des cours du nickel assez élevés, même si on ne les attrape pas pleinement, on n'en bénéficie pas pleinement, parce que nos usines ont un petit peu de mal à suivre, mais malgré tout, il y a un effet bénéfique de ces cours. Et effectivement, on a eu la fin de la 3e étape de référendum, qui s'est bien passée, qui n'a pas été anxiogène et qui a plutôt rassuré dans un premier temps. Donc tous ces éléments bénéfiques, on les retrouve dans je dirais, cette reprise de climat des affaires, dans une certaine dynamique économique, un bon maintien de la consommation des ménages, un maintien de l'emploi aussi, ça on est sur des éléments statistiques donc qui sont véritablement observés. Et pour autant, on voit qu'on est sur une économie qui reste très fragile, qui fléchit. Au 2e trimestre, on vient de sortir l'indicateur des tendances conjoncturelles du 2e trimestre qu'on a titré « La montée des incertitudes pèse sur la situation économique calédonienne ». C'est-à-dire que après un effet que moi je caractériserais un peu de feu de paille sur une remontée de climat des affaires assez favorable, on voit bien que toute une série d'éléments nous font passer, j'ai envie de dire, d'une crise à l'autre. On sort de la crise sanitaire et on n'a pas attrapé le regain bénéfique d'une reprise économique que le monde entier a connue, la métropole, la zone euro, presque le monde entier, alors que nous, on a eu 1 an de décalage pour attraper notre crise sanitaire véritable. Elle n'est pas intervenue en 2020, elle est intervenue en 2021 avec des premiers confinements et surtout avec les effets plus dramatiques et avec de nombreux morts en fin 2021, plus le confinement externe qui a pesé sur toute cette période. Donc nous, on n'a pas eu d'effet de rebond en 2021, contrairement à tout le monde. Et dès 2022, on sort de la crise sanitaire, mais on rentre dans la crise suivante. Et la crise suivante, c'est avant tout une crise externe, mais qui s'importe en Nouvelle-Calédonie. C'est bien sûr la crise de l'inflation, c'est la crise de la guerre Russie-Ukraine, qui vient elle-même alimenter l'inflation, perturber tous les flux internationaux, perturber les trafics sur lesquels on était déjà très pénalisé avec des surcoûts maritimes, etc. Et tout. Donc on voit bien qu'on passe d'une phase finalement rassurante dans cette fin de crise Covid, et qu'on passe malheureusement sans avoir eu d'effet de rebond. Quand je dis pas d'effet de rebond, ça veut dire qu'on n'a pas eu de reconstitution de trésorerie des entreprises, par exemple, qui est un élément qui pénalise fortement actuellement, et on passe directement à l'étape suivante d'une nouvelle crise qui s'importe. Alors cette nouvelle crise, c'est avant tout une crise qui va se traduire pour nous par de l'inflation, qui se traduit déjà par une montée de l'inflation, mais elle est surtout devant nous. La suite de l'inflation importée, puisqu'on est en décalage de temps, on a un décalage progressif de l'importation de cette inflation au fur et à mesure finalement que ça se ressent au travers des commandes et des livraisons de tous les différents importateurs. Donc elle est plutôt devant nous, cette inflation. Elle s'accroît sensiblement sur un certain nombre de produits locaux, compte tenu des contraintes pluviométriques, du phénomène El Niña qui pénalise aussi la production alimentaire. En volume, en quantité, en prix bien évidemment aussi, ça se ressent. Donc on a un certain nombre d'éléments de ce type qui sont aujourd'hui défavorables et qu'on commence à ressentir sur le climat des affaires, mais avec un effet un petit peu de décalage. Et puis on a un dernier élément qui jouera peut-être plus fortement sur le marché immobilier, que vous avez cité, c'est la question des taux. Aujourd'hui, pour lutter contre l'inflation à l'échelle mondiale, toutes les banques centrales, bien sûr la Banque centrale américaine, la Fed, qui a tiré très fort et très vite, la BCE, elle, avec un petit peu de décalage, mais qui prend des mesures extrêmement fortes aussi, donc de remontée de taux, de sortie de ce qu'on a appelé la politique monétaire accommodante, c'est-à-dire une politique monétaire extrêmement favorable, avec des taux extrêmement bas, totalement exceptionnellement bas, donc qui a beaucoup soutenu aussi tout le marché immobilier durant toute cette période, et qui a pu aussi expliquer ces phénomènes que vous évoquiez tout à l'heure, un petit peu d'anticipation d'un certain nombre d'agents économiques qui se sont dit... Ça va un peu mieux, mais surtout si on observe, on voit bien qu'on est à l'aube de façon évidente d'une remontée de taux, à la fois significative dans l'absolu, mais aussi peut-être aussi il y a une sorte de pente de courbe des taux. Plus c'est long, plus il y a du risque, plus il y a des coûts d'immobilisation, et plus normalement les taux d'intérêt sont plus élevés quand la durée est plus longue.
même si quand il y a une garantie immobilière ou une société de caution mutuelle, le risque est peut-être un peu moins faible, un peu moins élevé, pardon, donc le taux est peut-être un petit peu plus bas sur la part du risque. Et donc on est en train de revenir à une situation un petit peu de normalité de taux plus élevé, après ces taux très atypiques, et évidemment, ça va affecter durablement le marché immobilier. Et ce dont il faut être certain, c'est que les banques centrales, et notamment la BCE, et l'IOM joue son rôle aussi sur notre zone économique, donc la zone franc CP, sont résolument dans la volonté très forte de lutter contre l'inflation extrêmement rapidement. Donc on a une remontée de taux qui maintenant est forte et sera probablement assez significative encore dans la période à venir qui est devant nous. Merci de cette présentation du contexte économique aujourd'hui. Alors, il y a eu beaucoup de chiffres, il y a eu beaucoup de choses qui ont été abordées. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez en profiter. C'est maintenant que vous avez la parole. Je vous demanderai juste de lever la main bien haut pour qu'on puisse vous porter un micro et qu'on vous entende vous exprimer. Il y a déjà une première intervention sur le côté. Si vous pouvez vous lever pour poser votre question ou faire votre commentaire, s'il vous plaît, je vous remercie. Bonsoir à tous, même si on est sur les chiffres de 2021, je voulais avoir votre avis sur la taxe sur les plus-values qui est en train de se mettre en route. On parle d'une modification des prix et de la consommation et de l'achat des biens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir une modification sur le tarif et sur les acquisitions sur cette année et sur cette fin d'année, pardon, et sur celle de 2023? L'avant-projet de loi du pays, je crois, qui a été adopté au gouvernement et qui doit passer au Congrès sur la plus-value sur les biens privés. Jean-Damien Ponroy. Alors, je vais te répondre, Antoine, là-dessus. On en a, je rappelle, discuté tout à l'heure, mais c'est pas simple et effectivement, personne n'a la boule de cristal. Par contre, il est possible que ces anticipations de plus-value immobilière aient déjà été ancrées par les gens qui ont voulu vendre, parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'on en parle de cette fameuse plus-value. C'est aujourd'hui que ça se concrétise. Je rappelle qu'il y a quelques jours que le gouvernement a commencé à sortir quelques éléments par rapport à ça. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à penser que ça a déjà été anticipé par les propriétaires et que, même si c'est difficile de se prononcer de façon certaine, l'effet et l'impact pourraient être un petit peu limités. Une autre question ou intervention, un commentaire? Oui, madame, on va vous porter le micro. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'on commence à avoir une tendance du flux migratoire pour 2022, par exemple, parce qu'on a les chiffres du premier semestre? Parce qu'en tant que professionnel de l'immobilier, évidemment, on constate le rebond des transactions, mais on constate aussi une forte demande de location. On a la vacance locative qui a énormément baissé, on a une forte demande qui nous laisse supposer qu'il y a eu un flux migratoire positif au premier semestre. Donc je voudrais savoir si vous le confirmez. Franchement, je ne sais pas. Par contre, les indicateurs dont je parlais tout à l'heure, c'est les indicateurs que vous pouvez tous aller consulter sur le site de la CCI. C'est le trafic aéroportuaire. Les départs, moins les arrivées. Alors, ça marche quand vous prenez sur période assez large. Alors, ce qu'on a dit récemment au moment du bilan démographique, c'est que sur la fin 2019 jusqu'à fin 2021, on a toujours cette perte. Et on disait aussi, au même moment, que c'était 2 années atypiques, 2020-2021. Il était plus facile de quitter le territoire que de l'intégrer. Donc, à chaque fois, je ne sais pas si c'est apparu comme ça dans la presse, mais on a essayé de parler avec précaution de ce solde migratoire et qui aucunement n'était définitif. Donc, effectivement, ce n'est pas la première fois que j'entends ce que vous dites. Et je vais aller vérifier sur 2022, mais en prenant soin de ne pas tirer trop de conclusions sur une petite période, une petite fenêtre. C'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui.
Merci. Alexandre, Banque de Nouvelle-Calédonie. Je rebondissais par rapport à ce qui vient d'être dit, notamment au niveau des demandes sur le marché locatif. Il y a un chiffre important tout à l'heure qui a été évoqué, c'était 9% du parc immobilier aujourd'hui qui était vacant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la typologie des biens ou sa localisation? Alors, qui peut intervenir sur ce sujet? Ouais, je vais me permettre de vous répondre. C'est essentiellement Nouméa, Grand Nouméa, sachant que la zone de VKP, elle est à part. Aujourd'hui, sur Koné.boot, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, il y a eu plusieurs articles de presse qui sont sortis. Effectivement, VKP, c'est à part. Donc c'était essentiellement, et les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, c'était les chiffres de 2019. Donc ça, il faut bien l'intégrer. Et ce que disait tout à l'heure Madame, c'est qu'effectivement, on retrouve aujourd'hui un certain nombre de clients, de prospects, notamment dans la location, qu'on n'avait pas eu l'habitude d'avoir depuis quasiment 2 ans. Donc aujourd'hui, la vacance locative, elle a plutôt tendance à se résorber. Pour autant, c'est un peu prématuré de pouvoir conclure maintenant sur une tendance de fond, mais c'est quelque chose qu'on observe. On a un certain nombre de signaux positifs dans la location. Ils sont encore un peu faits pour pouvoir en tirer des conclusions, mais les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, c'était les chiffres de 2019, qui étaient 2019 et 2020, c'est vraiment la période un peu noire de la location. On peut dire que le marché est saturé sur la zone VKP avec la création de la prison, avec toutes les infrastructures qui sont en train de voir le jour sur cette zone? Oui, tout à fait. C'est paru dans la presse il n'y a pas longtemps, dans les Nouvelles-Calédoniennes. Aujourd'hui, il y a plutôt une pénurie de logements sur VKP. Donc effectivement, le marché est assez tendu par rapport à ça. Yann Caron. Je ne suis pas professionnel de l'immobilier, mais je crois que je ne me tromperai pas beaucoup en disant qu'il y a aussi une forte concentration qui se fait sur le logement social et le logement intermédiaire. C'est-à-dire que clairement, une grosse part de ces logements vacants relève des bailleurs sociaux et impacte l'ensemble du marché immobilier. Une autre intervention, une autre question, un autre commentaire? Oui, allez-y. Combien représentent les logements sociaux? Vides, vous voulez dire, ou inoccupés? Sur la part des 9000 qui... Non, apparemment, je ne sais pas s'il y a un représentant des bailleurs sociaux dans la salle qui pourrait... Il me semble qu'il y a de l'ordre de 800 ou 900 logements vacants du côté des bailleurs sociaux. Donc 10%, quoi, à peu près. Par rapport aux 9000. Oui, d'autres questions, interrogations? Il y a un chiffre, peut-être, j'ai vu que ça faisait réagir. Si on peut remettre le dernier slide, Olivier Fagnot, sur l'année 2022, voilà, celui-là, sur les tendances avec une augmentation finalement en volume assez importante, mais en prix aussi, qui a fait un petit peu réagir. C'est-à-dire qu'on voit aussi aujourd'hui des prix qui augmentent significativement, plus 69% pour les appartements, plus 35% pour les maisons et villas. Enfin, modulo la précaution que j'ai précisée tout à l'heure, qui était de dire, oui, on n'est pas certain que c'est le même type exactement d'appartement situé exactement au même endroit. Voilà. Mais je ne sais pas si parmi vous, il y a des réactions sur ces chiffres, parce que j'ai vu que ça réagissait pas mal. Non. Il ne faut pas en conclure que si vous mettez votre bien en vente maintenant, ça sera plus 69%. Hein. C'est pour ça que Olivier l'a dit, et je le rappelle, c'est vraiment, il y a une grande disparité sur le marché, selon les localisations, selon les typologies. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. On l'a dit tout à l'heure, notamment dans Nouméa, des maisons avec des valeurs élevées de transactions de type F4, F5 avec piscine relève significativement le marché. Il y a vraiment une grande disparité. Donc aujourd'hui, donc ce que disait tout à l'heure l'IEOM, effectivement, il y a un certain nombre d'incertitudes. Pour autant, le marché est dynamique. Le marché a bien résisté au cours peut-être des années les plus difficiles, hein, parce qu'on a, je vous le rappelle, eu des problématiques politiques, sanitaires, économiques. Donc ça fait quand même beaucoup pour un petit territoire comme la Nouvelle-Calédonie. Et globalement, le marché a fléchi, certes, mais n'a pas rompu. Donc c'était le titre tout à l'heure de la présentation. Donc ça, c'est quand même à retenir. Et on peut escompter que dans les mois qui viennent, et on le voit encore à l'instant T, il y a toujours de la demande en fonction des produits. Et c'est quelque chose qui fonctionne et qui résiste assez bien.
Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, poser une question, faire un commentaire? River, on pourrait peut-être s'arrêter un petit peu sur les taux d'intérêt, parce que c'est une question importante et on sait qu'elle influe beaucoup aussi sur le dynamisme du marché de l'immobilier. Alors je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais aujourd'hui on est sur une tendance où les taux ne vont pas rester aussi bas que ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais comment ils vont évoluer et à quelle vitesse? Alors effectivement, là, c'est vraiment la boule de cristal, mais ce qui est certain, c'est qu'on est sur une tendance effectivement haussière forte. Le sujet, c'est pas tant, je dirais, la hausse des taux, c'est la vitesse de remontée de ces taux. C'est-à-dire qu'on est sur une hausse qui est très rapide, qui est difficile effectivement à appréhender. On ne sait pas jusqu'où on va aller. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est certain, c'est qu'il y a une volonté de lutter contre l'inflation et la hausse des taux fait partie effectivement de ces outils de lutte contre l'inflation. Donc il faut s'attendre clairement d'ici la fin de l'année à ce qu'il y ait encore des hausses de taux significatives. Au-delà, je suis incapable d'y répondre. Mais rien ne laisse présager aujourd'hui de tendance inverse dans un délai très court. Donc on est parti quand même plutôt sur une période de hausse des taux assez soutenue, assez longue. Je ne sais pas jusqu'où on ira, on espère que ça n'ira pas très loin, mais je le redis, le taux, c'est un élément bien entendu d'une transaction immobilière, mais ça ne fait pas la transaction immobilière. J'en suis convaincu, puisque nous étions il y a encore quelques années dans des niveaux de taux bien plus élevés que ce que nous avons connus, et malgré tout, il y avait des niveaux de production de crédit immobilier très élevés. Donc ça veut dire qu'effectivement, ce qui compte en premier, c'est la confiance, la capacité effectivement des populations à se porter acquéreurs de leurs biens immobiliers. Et ça passe avant tout par la croissance économique et le développement économique. Le taux va venir effectivement jouer, mais sans minimiser complètement son action, plutôt à la marge, à mon sens, par rapport aux autres conditions effectivement qui font qu'un acquéreur peut se porter, une personne peut se porter acquéreur d'un bien immobilier. Oui, allez-y. C'est une question justement sur l'évolution des taux et notamment sur le fameux taux d'usure qui, semble-t-il, a été un frein, paraît-il, pour la délivrance de crédits immobiliers ces derniers temps. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Comment vous le voyez évoluer? Oui, alors, comme vous le savez ou pas, mais les banques calédoniennes sont soumises au même taux d'usure que les banques métropolitaines. C'est un phénomène qu'on connaît aussi en métropole, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez effectivement une hausse brutale des taux, les banques se retrouvent dans une situation où quand elles anticipent leur marge nette d'intérêt, elles se rendent compte que très rapidement, le coût de leurs ressources va augmenter et que dans le même temps, du fait de taux d'usure, entre autres, elles ne vont pas pouvoir faire suivre effectivement les taux qu'on propose à nos clients. Donc c'est un phénomène qui, en métropole, a conduit beaucoup de banques à réduire leur capacité à prêter, effectivement, pour attendre que les choses se rééquilibrent et préserver leur marge nette d'intérêt. En Nouvelle-Calédonie, quand je regarde la production des banques calédoniennes, je pourrais tenter de vous dire qu'on n'est pas rentré dans ce phénomène-là. Malgré tout, aujourd'hui, effectivement, les taux d'usure ont augmenté à fin septembre. Ils vont certainement croître encore en fin d'année, puisque nous sommes sur les mêmes régimes que la métropole. Et on anticipe cette hausse en faisant en sorte de produire aujourd'hui à des taux d'intérêt qui soient acceptables pour nos bilans et qui ne nous mettent pas en péril sur nos comptes de résultats. Donc oui, on va être là aussi sur une hausse qui va suivre la tendance métropolitaine, mais ce qu'on appelle le crédit crunch, qu'on a pu constater parfois ici ou là en métropole, en Nouvelle-Calédonie jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Je peux le confirmer de notre regard global de Banque Centrale qui suit l'ensemble des banques de la place. Il y a au contraire une production de crédit, notamment immobilier, qui reste soutenue et qui démontre que les banques, effectivement, font bien leur boulot, même si, bien évidemment, elles vont être amenées à accompagner cette hausse de taux. Quant à la question de l'avenir, de l'évolution des taux, ce n'est pas une question de boule de cristal. Je pense qu'on a une visibilité assez bonne qui nous est donnée notamment par la BCE, qui fait très volontairement, je dirais, une communication et puis surtout des actions qui sont très transparentes, très volontaires. Il s'agit de convaincre tout le monde qu'elle mettra tous les moyens nécessaires pour réduire l'inflation et réduire l'inflation dans une durée courte.
Donc on voit bien, comme je le disais tout à l'heure, ils sont partis un petit peu plus tard que la Fed, par exemple, la Banque centrale américaine, très volontairement pour observer un petit peu l'évolution du marché. On voit aujourd'hui que l'évolution de l'inflation sur la zone euro, elle est extrêmement forte, elle est élevée. Et la volonté de la BCE, c'est d'arriver à revenir, pas dès 2023, mais dès 2024, probablement à un niveau d'inflation qui revienne à peu près aux alentours de 2%, qu'on soit peut-être aux alentours de 3% en 2023. C'est-à-dire que les augmentations de taux, elles vont se poursuivre dans un resserrement de politique monétaire. Il y a des questions de volume, de liquidité, mais il y a aussi surtout les questions de taux qui passent un message fort à l'ensemble des opérateurs économiques. Et alors, quant à nous, Nouvelle-Calédonie, on est sur une zone monétaire qui est spécifique, qui est la zone du franc CP, avec une banque centrale bien particulière, qui est l'IOM, petite banque centrale, mais qui fait bien tous les métiers d'une banque centrale, y compris une politique monétaire qui nous est propre. Notre défi, il est un petit peu double. Notre sujet numéro 1 en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a, alors même si on est la banque centrale de la zone franc-pacifique, donc aussi bien de la Polynésie, Wallis-et-Futuna que de la Nouvelle-Calédonie, le sujet majeur, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, on a un manque de liquidité. Les emplois bancaires sont beaucoup plus importants que les ressources que collectent les banques sur la place, parce qu'il y en a une partie qui sort, notamment sur l'assurance vie. Il n'y a pas que ça, mais notamment. Donc le rôle de l'IOM, qui consiste à apporter de la liquidité, et qu'on a apporté dans des proportions considérables depuis 2 ans. Pour vous donner l'ordre de grandeur, l'écart de liquidité est de l'ordre de 230 milliards en Nouvelle-Calédonie. On couvre, nous, IOM, en apportant des lignes de financement aux banques, environ la moitié de cet écart de liquidité, sur des lignes des prêts que nous, nos banques centrales, nous faisons aux banques. Donc, jusqu'à présent, nous avons maintenu, et je pense que nous continuerons à maintenir un apport de liquidité significatif pour soutenir l'économie. Par contre, il est indispensable, comme on est sur du franc CP qui est relié à l'euro, parité fixe, libre convertibilité, et qu'on doit garantir la liquidité, il est hors de question de laisser le franc, plutôt les taux d'intérêt déraper complètement par rapport au taux d'intérêt de la zone euro. Le premier taux qui est décisif, c'est le taux auquel les banques replacent leur liquidité auprès de la Banque centrale. Si elles peuvent replacer leur liquidité en taux en euros auprès de la BCE ou de leur maison mère à des conditions beaucoup plus attrayantes que ce qui est placé ici, ça veut dire que notre liquidité, ça va être un panier versé, elle va fuir et on va se trouver en difficulté d'insuffisance de liquidité. Donc on est tenu de maintenir une cohérence de taux, nous IOM, même si notre politique monétaire est spécifique, par rapport à la BCE et par rapport à la zone euro. Après, ça c'est sur le taux, on va dire, sur lequel les banques peuvent replacer leur liquidité, mais les autres taux ont nécessairement les taux auxquels les banques prêtent, auxquelles elles se refinancent plutôt auprès de l'IOM et auxquelles elles vont prêter, sont forcément en cohérence avec l'ensemble de ces taux. Tout en sachant que l'essentiel de la ressource sur lesquels les banques prêtent, c'est avant tout les dépôts des particuliers. Et donc le taux auquel nous prêtons aux banques ne constitue qu'une partie de leurs ressources. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente à peu près 10% du total de bilan des banques et c'est aussi à peu près 10% du PIB de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est très significatif, mais ce n'est qu'une partie. Par contre, ça joue un effet de taux directeur. Enfin, le dernier point, sans être trop long, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, l'inflation et l'augmentation de l'inflation, elle est encore devant nous en Nouvelle-Calédonie. On n'est certainement pas parvenu à un niveau de stabilisation. On va continuer à avoir de l'inflation importée et donc il faut aussi lutter contre ce phénomène-là. Donc on va certainement continuer à avoir des augmentations de taux qui vont se répercuter bien sûr auprès des banques et qu'elles répercuteront en partie sur leurs clients dans les mois à venir. Et puis on peut espérer par contre aller vers un atterrissage assez proche puisque l'objectif c'est d'arriver rapidement à réduire l'inflation et du coup bien sûr à revenir à des taux d'intérêt qui soient plus favorables. Une autre question ? Ou un commentaire, oui. Oui. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, c'est juste qu'on voit. Voilà, merci. Alors, j'aimerais savoir, je vais peut-être m'adresser aux agences immobilières, en ce qui concerne les taux de rendement de l'immobilier. Est-ce que demain, si j'ai un capital à placer, est-ce qu'il vaut mieux le placer dans l'immobilier et en Nouvelle-Calédonie, ou est-ce qu'il vaut mieux le placer dans une banque, puisque les taux augmentent ? Alors, dans l'immobilier, bien sûr. C'est l'agent immobilier qui a parlé. Voilà. Cédric Bérotte, vous voulez dire un petit mot ?
Les rendements, ils vont dépendre vraiment des placements, hein. Il y a toujours en fonction du risque, on dit, hein. Donc, plus vous prenez du risque, plus vous aurez du retour. Après, c'est à vous de choisir votre placement, hein. Si vous voulez mettre en épargne à 3%, c'est faisable. Si vous voulez placer en bourse avec d'autres taux, c'est plus risqué. Et c'est pareil dans la pierre, en fait. Donc, il y a des appartements, des choses, des placements plus risqués que d'autres. Et le spectre, il va de 0 à 10-15% en termes de retour. Sachant qu'on voit que le marché ne s'effondre pas non plus. Donc c'est plutôt bon signe de ce point de vue-là. Oui, oui. De toute façon, le marché, il est stable. On le voit, on l'a vu. Hein. C'est ce que je pense, c'est ce que disent les chiffres. En remontant même avant 2014, où c'était boosté par la rallye, on est sur des niveaux stables, donc il n'y a pas de souci. La carence locative, elle a été en partie comblée. Bon, c'est sûr, ce serait mieux si on avait 20 000 personnes de plus, mais c'est peut-être là qu'il faut placer maintenant. Et puis quand ils seront là, les 20 000, vous aurez fait un jackpot. C'est là le risque. Ce qu'on appelle le rapport locatif, quoi. Donc, si vous comparez ça à placer votre argent en banque à 3-5%, hein, ça dépend des gens. Écoute, ça dépend des risques. Est-ce qu'il y a une intervention, peut-être sur ce sujet ou sur un autre, quelqu'un qui voudrait intervenir? Pas de questions supplémentaires? Si, monsieur. Le micro arrive. Oui, bonsoir. J'ai deux questions, en fait. La première pour personne de la banque. Là, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait les prêts immobiliers qui se portaient bien. Et je voudrais savoir si vous connaissez le nombre de prêts qui restent en Calédonie et ceux qui partent pour des investissements ailleurs. Première question, c'est ça? Il y en a une autre après. Et la deuxième question, c'est... Posez-la comme ça. Allez-y. Quand le bâtiment quand le bâtiment va, tout va bien. Tout à l'heure, on a expliqué que le neuf ne se vendait plus, en tout cas pour l'instant. Donc, je voulais savoir si c'était pas un mauvais signe pour l'économie à venir. Alors, première question pour... oui, difficile de vous répondre. Je n'ai pas de statistiques précises sur les financements qui servent des investissements hors de Nouvelle-Calédonie. Enfin, aujourd'hui, quand on regarde l'activité des banques, elle se fait je dirais à 90% sur des investissements en Nouvelle-Calédonie. Et encore, je suis certainement très en dessus de ce qui est de la réalité, hein. On n'est pas amené effectivement massivement à financer des biens hors de Nouvelle-Calédonie. On finance bien l'économie calédonienne et les investissements immobiliers en Nouvelle-Calédonie. Donc sur la question du neuf... Pour répondre à votre question sur le neuf, effectivement, ça a été une certaine sinistrose en 2019, 2020 et 2021, avec une anomalie, hein, ça a été relevé plusieurs fois tout à l'heure, avec la défisque dite locale, la RELI, qui avait un caractère artificiel. En 2022, un certain nombre de programmes immobiliers dans le neuf sont lancés, sont commercialisés. Les retours des promoteurs sont plutôt positifs. Donc, pour autant, ça met du temps à démarrer, et c'est normal, hein. Il y en a qui ont déjà démarré et d'autres vont le faire de façon imminente, parce que il y a tous les process d'obtention des éléments bancaires, et puis après la contractualisation des marchés, l'histoire de permis. Donc non, il y a aujourd'hui plusieurs programmes immobiliers en VFA qui sont lancés, et les retours des promoteurs sont plutôt positifs sur la commercialisation. Oui, Yann Caron. Juste une petite donnée sur le bâtiment, même si l'évolution des ventes de ciment n'est pas totalement révélatrice que du bâtiment, bien sûr, mais juste pour vous donner 2 ordres de grandeur. En 2017, c'était 27 000 tonnes de ciment, 27 500 tonnes de ciment qui étaient vendues en Nouvelle-Calédonie. En 2022, c'est de l'ordre de 17 500 tonnes de ciment. Vous voyez l'écart, il est tout de même considérable. Si je pouvais vous montrer la courbe, c'est juste une courbe qui se casse la figure depuis plusieurs années d'une façon parfaitement régulière. Et même si certains acteurs du BTP, surtout les acteurs plutôt secondaires dans différents métiers,
peuvent se porter bien. Il y a des situations très contrastées. On a vu notamment dans la crise Covid, avec, comme c'était dit tout à l'heure, de l'épargne forcée, du report sur le marché intérieur. Il y a un certain nombre d'intervenants, d'artisans, de plus grosses entreprises qui se sont bien portés. Par contre, sur le marché principal du BTP, ou du bâtiment même, surtout de la construction, on voit bien que ça fait des années que c'est un marché qui est en repli, qui est en difficulté, et que finalement c'est un secteur qui se redimensionne et un nombre d'emplois qui se réduit assez considérablement. Et puis à l'inverse, sur la période actuelle, on a un indice l'index du BTP qui donne les différents coûts, qui explose complètement, qui est passé d'à peu près 103 à 115, c'est-à-dire qu'on va prendre de plein fouet sur une durée courte une augmentation des prix des différentes matières qui sont nécessaires qui est extrêmement élevée. Donc on peut craindre effectivement là aussi que ça tempère quand même sérieusement le marché avec l'effet de taux dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors Étienne Villers, vous avez raison de dire que c'est qu'une partie bien sûr du choix de faire une acquisition, mais néanmoins c'est quand même un élément qui vient impacter la capacité du pouvoir d'achat d'un ménage par rapport au niveau de son échéance. Et puis on a ces éléments de prix qui vont aussi avoir un effet assez significatif, en tout cas sur le neuf ou sur la réhabilitation. Olivier Fagnot, vous vouliez amener des compléments d'information? Oui, juste livrer une réflexion que doivent avoir les acteurs du BTP forcément en tête. Il ne faut pas se retourner. Est-ce qu'on a besoin de neuf maintenant encore, quand on a encore 9900 logements vacants, quand on a des opportunités qui vont s'ouvrir sur les prochaines années avec la population vieillissante? Il va y avoir des besoins à adapter les logements des personnes vieillissantes. Donc il y a probablement des créneaux à prendre et pas forcément rebâtir du neuf quand la population baisse. On a le temps de prendre encore une ou deux questions, une ou deux réflexions, de continuer avec nos invités. Oui. Bonsoir. Une petite question pour les représentants des divers organismes bancaires. Il y a ce qu'on a entendu et ce qu'on a pu voir concernant le financement des frais notariés. Qu'est-ce qui est prévu au niveau des futures tendances? On commence par le notaire ou par le banquier alors? Par le notaire, allez. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas eu de différence. Les droits de mutation ont continué d'être prêtés. Donc, pour l'instant, la politique à ce niveau-là n'a pas vraiment changé. Après, il y a une question de dossier qui fait que, de toute façon, selon le taux d'endettement, les droits d'enregistrement peuvent ou pas être finançables. Mais il n'y a pas eu de politique générale qui a mis fin au financement de ce qu'on appelle les frais de notaire, de façon plus générale. Je confirme qu'il n'y a pas eu effectivement de politique générale en la matière. Ce qui va faire qu'un dossier sera financé, y compris les droits de mutation, c'est le taux d'endettement de la personne qui emprunte. L'ajustement ensuite se fait par l'apport personnel et souvent, effectivement, l'apport personnel vient financer les droits de mutation. Ouais, moi, je voudrais rappeler qu'il faut du bon sens aussi. Quand on fait un financement à 20 ans sur un achat immobilier, il ne faut pas non plus mettre les ménages en situation de difficulté. Il est souhaitable qu'il y ait un apport, que le niveau d'endettement puisse rester raisonnable. On sait bien que souvent l'équilibre de vie d'un ménage se fait à deux, avec deux revenus. On sait bien aussi que les accidents de la vie, que ce soit perte d'un emploi, que ce soit des accidents de santé, que ce soit la séparation du couple, sont quand même des choses qui sont assez fréquentes. Et plus le niveau d'endettement est élevé, moins c'est gérable sur le futur. On n'a pas énormément de dossiers de surendettement à la commission, déposés à la commission de surendettement de Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, on voit qu'on a assez souvent ce genre de phénomène. Et plus le niveau d'endettement est élevé, moins il est raisonnable, moins c'est gérable. Bon, puis un autre élément aussi, c'est que quand on finance de l'immobilier sur 20 ans, on finance une valeur, on finance un patrimoine. Quand on finance juste ce qu'on appelle les frais de notaire, on finance une non-valeur. Donc pour le banquier, c'est pas une bonne chose, mais pour le particulier, c'est pas une bonne chose non plus de financer sur 20 ans une non-valeur, parce que s'il doit revendre dans des conditions, revendre plus rapidement qu'il ne le pensait, de toute façon, il n'en aura pas le retour.
On est d'accord avec ça, effectivement. Après, ça dépend en la matière, effectivement, de chaque situation, de chaque client. Donc, c'est une réponse qui n'est pas apportée de façon globale et générale. Il faut le regarder au cas par cas. Allez-y, allez-y. Ah, peut-être que le micro ne marche pas. Il faut juste qu'on vous aide à le mettre en marche. Oui, j'avais une question. Il y a des pratiques qui se font sur les frais d'agence immobilière. On paye des frais notariés dessus. Est-ce que c'est une pratique qui est légale, qui est normale? Ça paraît pas très légal, quoi. Maître Mougel. Je ne sais pas si je comprends bien la question, mais si vous parlez de la commission d'agence qui fait partie du prix, oui, exactement. La pratique, elle est très simple. C'est soit on a un mandat de recherche, soit on a un mandat de vente. Si vous avez un mandat de recherche, donc c'est l'acquéreur qui va payer sa commission directement à l'agence. À ce moment-là, elle ne fera pas partie du prix et donc vous ne paierez pas les droits de mutation sur cet élément-là. Si maintenant vous avez un mandat de vente, effectivement, c'est un élément du prix et les droits de mutation seront assis sur cette valeur-là. Mais ce n'est pas au choix, c'est selon le type de mandat qui a été fait à la base. Soit vous recherchez un bien, soit vous le vendez. Voilà. Oui, mais ça impacte le capital de l'achat, en fait. Oui, donc, non, ce qui est pas logique. Après, c'est la politique, elle est posée depuis un certain temps par les services fiscaux sur le territoire et il n'y a pas de moyen d'y échapper. C'est la règle en vigueur, quoi. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore une ou deux interventions avant de refermer ces rendez-vous de l'économie? Bah, écoutez, si vous pensez qu'on a fait le tour du sujet, on va remercier les personnes qui étaient là, qui ont présenté ces panoramas de l'immobilier, puis qui ont bien voulu répondre à vos questions. Merci à tous et bonne soirée.